De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 13 avril 2018. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité high-tech chaque vendredi, à la fois sur rmc.fr en version audio et en version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on parlera de Huawei, ce constructeur chinois qui a un petit peu plus de 30 ans et qui a pour ambition d'ici 2 ans d'être le numéro 1 des smartphones dans le monde, dépasser Samsung et Apple. Est-ce que c'est possible ? On en parlera avec mon invité François Ingan, qui est le directeur marketing de Huawei, qui répondra à mes questions tout à l'heure et on découvrira au passage le P20 et P20 Pro. Je vous rappelle que vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je mêle à la fois sur la page YouTube, sur la page Facebook, mais aussi sur YouTube, bien sûr, puisque nous sommes diffusés sur YouTube. N'hésitez pas, ou avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence par le club de la presse Haïti. À ma gauche, fidèle au poste, Éric Le Bourlou. Bonjour Éric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01net.com, qui est à 2 doigts de supprimer son compte Facebook. Quoique je ne sais même pas s'il y est. Si, je suis sur Facebook. Tu es sur Facebook Non, mais je ne crois pas. Malheureusement, je pense que c'est impossible pour moi de supprimer mon compte Facebook. Eh bien, on va en parler dans un instant, tiens, parce que c'est vrai que Facebook va être l'un des titres d'actualité qu'on va évoquer. Avec cette semaine, Emmanuel Paquette qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express et qui a sa vision un peu personnelle, en tout cas qui représente la rédaction de l'Express concernant cette histoire incroyable et Facebook. Et Mark Zuckerberg qui a été obligé de répondre pendant de longues heures à des sénateurs américains. Il était pointé du doigt dans le haut petit coin d'une classe d'école, sachant que c'est l'une des personnes les plus influentes et les plus puissantes au monde. Ça doit quand même être assez drôle. On va en parler dans un instant, mais auparavant, pour débuter ce club de la presse Haïti, Eric, revenir sur un titre qui a beaucoup buzzé cette semaine, Oui. à la fois sur 01net.com mais un peu partout. Le clip Despacito sur YouTube a disparu, comme ça, d'un coup. Alors certains étaient très contents. Je ne citerai pas les noms, mais à la rédaction de 01net, il y en avait beaucoup qui étaient contents. Et tu as dansé quand ce clip n'était plus là. Tu étais tellement content, toi, même personnellement. Oui, tout à fait. Voilà. Faut le dire, 5 milliards de vues sur YouTube. c'est le clip, oui, le plus vu de YouTube, tout simplement. Voilà. C'est vrai que forcément, c'est quelque chose d'assez énorme de voir cette chose disparaître d'une minute à l'autre. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a disparu de YouTube parce que il est hébergé il est hébergé sur YouTube, mais il est publié par une entreprise qui s'appelle Vevo. Et c'est pas YouTube qui a été piraté, c'est Vevo. Donc c'est cette entreprise qui vous montre beaucoup de clips. Oui, qui est un sur peu on va dire la partie musicale de YouTube, qui regroupe en fait tous les artistes qui ont leur page Vevo en quelque sorte. Oui, Enfin, et puis surtout c'est des gros artistes. artistes parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas Vevo. Et effectivement, on ne sait pas comment ça s'est produit. On n'a pas vraiment de détails sur le hack en lui-même et comment ça s'est fait. Mais effectivement, des hackers ont réussi à sans doute accéder à un serveur de Vevo pour remplacer la vidéo Despacito par une autre. Alors ils se retrouvaient avec, il y avait plusieurs changements parce qu'il n'y a pas eu que Despacito effectivement qui a été piraté. Il y avait plusieurs autres vidéos qui sont sur cette plateforme Vevo. C'était des chansons d'aussi bonne qualité ou Ouais, c'est à chaque fois c'est du lourd, du très commercial quoi. C'est ça. Mais en même temps, je pense que ces jeunes gens ont dû se rendre compte que c'est peut-être un petit peu saoulant comme musique, donc ils ont eu envie de faire passer des messages. Parce que c'est une chanson, 5 milliards de vues. Ah bah oui, tout simplement. C'est symbolique en fait. Exactement. Mais ils ont remplacé donc cette chanson par des messages soit caractère politique, notamment des choses comme libérer la Palestine, des choses comme ça, ou des choses un petit peu plus triviales comme de la publicité pour un célèbre forum assez connu en France qui est celui du 18-25 en l'occurrence de jeuxvideo.com. Tiens, est-ce que ça veut dire que les hackers pourraient être français Oui, a priori, ils pourraient être français, effectivement. En tout cas, ceux qui se revendiquent, on va dire, avoir fait le hack, dont un certain Prozox serait français. Et donc un fidèle justement de ce forum 1825 de jeuxvideo.com, qui est un forum très célèbre pour plein de petites blagounettes de ce genre. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'eux sur plein d'affaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple qu'on avait trouvé sur ce forum il y a quelques années déjà des copies des sujets du bac. Ça avait provoqué une énorme polémique à l'époque. Donc ces gens qui fréquentent ce forum sont habitués à ce genre de prank.
banque, on va dire. Oui, il y a eu pas mal d'histoires avec ce forum d'ailleurs. Oui, beaucoup. Il y a eu énormément d'histoires. Les responsables sont souvent allés des choses s'expliquer plus ou moins devant la glorieuses justice, d'ailleurs, notamment des messages très misogynes. Oui, bien sûr. Ils ont beaucoup participé au Gamergate, l'affaire du Gamergate. Bref, on va dire que c'est un petit peu un endroit où tout le monde se perd dans ses délires. C'est un petit peu le 4chan français, on va dire. et effectivement, ils vont assez loin. Donc voilà, c'est un peu un fait de guerre pour ces jeunes hackers a priori français, puisqu'effectivement ils ont eu du coup un impact international, puisque toute la presse en a parlé partout dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette vidéo a disparu alors que c'était effectivement le clip le plus populaire de YouTube? Mais bon, alors au-delà de, parce que c'est anecdotique finalement un clip vidéo qui s'en va sur YouTube, mais derrière tout ça, Emmanuel, c'est quand même grave, parce que ça veut dire que pas n'importe qui, mais des mecs qui bidouillent un petit peu pourraient influer sur les publications qu'il y a. Alors là, c'était Vevo, c'était pas YouTube, mais est-ce que finalement... Ils ne sont pas attaqués à YouTube, ils n'ont pas réussi à s'en prendre à la plateforme YouTube en elle-même. Mais Vevo, c'est YouTube en quelque sorte. Alors il se peut qu'ils soient tombés sur un serveur mal sécurisé. Oui. Voilà. Emmanuel oui, moi je pense que c'est moins anodin qu'on ne peut le penser. D'une part parce que Vevo, c'est YouTube, c'est Google. C'est aujourd'hui une société qui a parité, qui a plusieurs actionnaires, dont Google, qui est actionnaire de Vivo, mais également Universal Music France, qui est un des gros actionnaires, Universal Music tout court, pardon, qui est un gros actionnaire. Et Google paye une somme qui aujourd'hui est confidentielle, mais très élevée, aux majors pour avoir, donc sur YouTube, des clips de qualité en termes haute définition. Je ne jugerai pas sur le fond après, mais c'est des clips haute définition. On a pu le voir, si vous êtes avec nous en vidéo, on a quelques images en haute définition qui sont plutôt sympathiques. Voilà. On va rentrer dans les détails, bien sûr. Donc Google paye cher les majors, même il y a des chiffres qui circulent qui sont quand même assez importants. Donc de ce point de vue-là, effacer des vidéos de certaines majors, parce que derrière c'est aux majors qu'on s'attaque, c'est aussi un manque à gagner indirectement pour cette plateforme qui est soutenue par Google et qui coûte cher à Google. Donc il y a quand même un impact économique, même si ça ne dure pas très longtemps. Et puis un deuxième impact, qui a un impact d'image, parce que ce qu'on appelle le défacement de sites, qui étaient des hackers qui s'amusaient à aller sur le site de la NASA, sur des sites gouvernementaux, pour effacer ce qui a été écrit et mettre des messages. C'est d'ailleurs ce qu'ils font d'habitude. Le défacement, c'est leur spécialité. On rappelle ce que c'est le défacement. C'est ce que vient de dire Emmanuel. C'est effectivement changer la homepage d'un site par un message politique ou une blague. Ça peut être celui de la NASA, ça peut être celui de, par exemple, White House, par exemple, la Maison Blanche, à un moment donné, renvoyer directement sur un site pornographique, puisque whitehouse.com, à un moment donné, était pris par un site pornographique, mais whitehouse.gov était celui du gouvernement. Voilà. Donc il y a souvent des choses comme ça qui sont faites. Donc c'est un impact maximum en termes médiatiques, surtout quand on s'attaque à des clips sur le clip le plus vu au monde. Donc on est sûr qu'on a beaucoup parlé de ce phénomène-là. Donc médiatiquement, c'est quand même pas très bon pour les actionnaires de cette plateforme, en l'occurrence Universal, Google et compagnie. Et puis, comme je disais tout à l'heure, commercialement, ça peut aussi avoir un impact, parce que pendant ce temps-là, il y a des vues en moins, et donc du partage publicitaire aussi en moins. 5 milliards de vues. D'autant que YouTube veut se transformer, on le sait, en service musical et veut venir chercher Spotify ou Apple Music. Google tient beaucoup à ce que YouTube soit une vraie plateforme musicale. Voilà. Et Vivo, c'est la partie haut de gamme de Google. Donc on a attaqué la partie haut de gamme de YouTube. Ouais, c'est chaud. Ouais. Mais on va voir, s'il y aura une suite à cette histoire. Oui, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de réaction. On ne sait même pas comment Google... ils ont fait, en fait. Non, on ne sait pas. Mais sans doute après, on n'est pas au niveau d'un hack d'un hack de très haut niveau. Ouais. A priori, ils ont sans doute réussi à rentrer dans une console de gestion de Vivo. Je m'engage à rien. Un mot de passe qui traînait, je pense. Voilà, peut-être quelque chose de mal sécurisé. Et après, ils ont pu s'amuser avec les vidéos les plus populaires via un serveur de Vevo. Mais voilà, on ne sait pas pour l'instant. Non. Voilà pour ce hack. Mais rassurez-vous, pour tous ceux qui sont fans de Despacito, malheureusement, la vidéo a été remise en ligne. Oui, au bout de quelques heures. Ouais. Eric, le deuxième titre d'actu de cette semaine, forcément, c'est incontournable. On en parle beaucoup. Autant vous dire que nous, journalistes, on commence à en avoir un peu ras la casquette de Facebook. Mais bon, finalement, écoutez, c'est l'actu. Il faut bien en parler, d'autant que c'est quand même... on en a déjà évoqué, on l'a déjà évoqué la semaine dernière, Facebook vit une mauvaise passe, c'est un mauvais moment, avec quand même le point culminant, cette semaine pour Mark Zuckerberg, qui a été obligé de répondre pendant des heures à des questions, parfois pertinentes, parfois un peu moins, par des sénateurs concernant Facebook. Oui.
pour la première fois, on l'a vu en costard-cravate. C'est quand même une information. Parce que pas tout à fait la première fois. Des fois. Enfin, c'est rare hein, quand même. Hein. Costard-cravate, c'est pas trop quand il rencontre un chef d'État, oui, il fait un effort. Il fait un effort, ouais, c'est clair. Ouais. Mais là, c'est sûr, il n'est pas venu en jogging. Il était d'ailleurs assez ça. Vous voyez, très sérieux, hein, très stressé. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, c'est vrai, vous le voyez, il était très très fermé, alors que c'est quelqu'un plutôt cool hein, quand on le voit. Plutôt cool, mais quand même plutôt introverti, un peu timide, pas forcément très à l'aise en public de manière générale. Et là, le pauvre, donc, plusieurs heures à répondre aux questions des sénateurs. Et oui, le pauvre, oui, il a en gros deux fois à peu près 5 heures quand même. Donc alors, c'est pas un procès, hein. Rappelons-le. Non, c'est une audition. C'est une audition. Voilà, pour savoir devant le peuple où américain, on est, ce qui se passe, voilà. Exactement. Mais disons qu'il pour répondre à certaines interrogations. Il n'est pas coupable de quoi que ce soit pour l'instant, hein, Mark Zuckerberg. Ah non, c'est juste effectivement. C'est vrai que on avait un peu l'impression qu'il était devant un tribunal à répondre à des questions parfois un peu désobligeantes, un peu fortes. Hein. Ouais, mais ça fait du bien aussi des fois. Oui, bien sûr. Ça fait du bien de voir quelqu'un. Surtout pour l'un des hommes les plus puissants au monde. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a parfois c'est bien aussi. Je pense que quelqu'un qui est un petit peu peut-être au-dessus des nuages, soit confronté à des représentants du peuple américain. De tous les âges. Et surtout que c'est quand même, Mark Zuckerberg aujourd'hui, c'est quand même l'une des personnes les plus influentes au monde. Donc c'est effectivement après dans ces auditions, il y avait vraiment à boire et à manger. Hein, on en a parlé juste un peu avant. Il y a malheureusement beaucoup de ces sénateurs représentants du Congrès qui ne sont pas forcément des geeks, qui ont parfois un certain âge et on peut être geek à avoir un certain âge, ceci dit, mais clairement, il y avait beaucoup qui ne maîtrisaient pas trop le sujet, on va dire. Clairement, oui, il y en avait certains qui ne maîtrisaient pas du tout le sujet même. Et ça, c'était un petit peu gênant parce qu'effectivement, là, pour le coup, Mark Zuckerberg était plutôt à l'aise pour leur répondre. Mais il y a quand même eu des questions pièges. Et sans doute, ce qu'a plus dit Mark Zuckerberg durant ces deux sessions, c'est juste, je ne sais pas, mon équipe reviendra vers vous pour vous donner des précisions. Et ça alors, il y a certains l'ont compté, à plusieurs, on est très habitué à ça quand on interviewe des gens de la Silicon Valley dans la tech. Ils sont très prompts à faire ça. Je ne peux pas vous répondre maintenant, mais on va vous répondre par mail. Alors, parfois ils vous répondent, parfois ils vous répondent pas. Hein. C'est une façon aussi polie de vous dire. Bon, ça là, non. Voilà. Mais en l'occurrence, c'était sans doute ce qu'il a dit le plus aux questions qui étaient parfois un petit peu gênantes ou un petit peu plus compliqué. Évidemment, il ne peut pas non plus tout savoir sur le fonctionnement de son service. À ton avis, c'était simplement une stratégie qu'on lui avait pas ordonné de faire, mais en tout cas, dès que c'est un peu sensible, tu dis, je réponds pas, on va vous envoyer un mail. Ou est-ce que parce que vraiment, il maîtrisait pas le sujet ? Ça me semble. Il y a des sujets qui apparemment qu'il ne maîtrisait pas. Il y a notamment la question des profils fantômes. Hein. Quand on lui a posé la question, est-ce que vous collectez des données sur les gens qui ne sont pas sur Facebook ? Il a dit qu'il ne connaissait pas ce fameux profil fantôme, alors que effectivement, pourtant, Facebook collecte bien des données sur les gens qui ne sont pas forcément sur la plateforme. Et ça, c'est bizarre qu'il ait répondu de cette manière. Il a fait aussi une petite erreur sur le cross-device tracking, c'est-à-dire qu'en fait, il a dit que non, Facebook ne collectait pas les données en fonction sur différents terminaux quand on utilise différents terminaux, alors que si, c'est même bien présent sur toutes les pages destinées aux annonceurs de Facebook. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est 5 heures de questions. C'est un exercice qui est clairement pas simple. J'aurais pas aimé être à sa place en vrai, mais oui, il y a eu quand même des approximations et des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait précises dans ses réponses. Emmanuel ? Oui, il y a eu un autre épisode assez drôle justement où à un moment donné, quelqu'un lui a dit mais on peut quand même aussi créer des profils Facebook avec un faux nom, prénom. Et il dit ah non, c'est impossible. Et derrière, il y a l'avocat qui le conseille, qui fait une tête quand même, en disant là, tu déconnes un peu là. Ça va se voir. Ouais, ça va se voir un peu. Disons que par contre, c'est interdit. C'est vrai que normalement, pour utiliser Facebook, voilà, c'est interdit effectivement dans les règles. Mais finalement, alors on va revenir après sur même ces rumeurs, parce qu'il aurait laissé entendre tout ça au conditionnel qu'il pourrait y avoir une version payante de Facebook. Alors, enfin, il n'a pas dit ça, mais il l'a pas dit clairement. Mais on va y revenir dans un instant. Mais finalement, on a l'impression que ce gars-là, Facebook lui échappe un peu, non ? Oui, je pense que c'est sa créature lui échappe. C'est devenu un tel monstre tentaculaire que finalement, il n'a pas les réponses à tout, alors que c'est lui l'inventeur de ce truc-là et que ça lui échappe aujourd'hui. Non ? Oui, bien sûr. Et en plus, il l'a dit, il l'a rappelé ça à plusieurs reprises. Il a notamment dit
il a rappelé la fameuse scène du dortoir. Voilà, j'ai quand même créé ça Facebook dans ma chambre. Voilà, faut savoir qu'aujourd'hui c'est une communauté de 2 milliards. Il a bien dit, il a bien fait rappel que en perspective voilà, quand même, c'est un site qui est en 2004 effectivement été lancé en 2004 et qui aujourd'hui est un des si on compare à la population des pays du monde, c'est le plus grand pays du monde. Donc c'est vrai que c'est une plateforme qui sans doute le dépasse. Mais bon, il est quand même un petit peu aidé. Je veux dire, il a d'ailleurs s'excusé, on ne l'a pas dit, mais il y a quand même a eu tout un volet d'excuses, notamment sur le scandale Cambridge Analytica. Et ça, voilà, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il dit à chaque fois, voilà, on a mal fait, mais désolé, on est quand même une communauté de 2 milliards que j'ai commencé dans un dortoir à Harvard. Hein, c'était pas facile, vous savez. Ouais. Je vous invite à regarder The Social Network, le film. Parce que là, c'est l'histoire de Facebook. Oui, mais on va sans doute avoir une suite. Ouais. Mais un très bon film d'ailleurs. Emmanuel, ça sert à quoi cette audience finalement ? Ça a changé Alors la question, c'est perception. Voilà, pour qui ? Parce que, bon, déjà, pour revenir sur le scandale Cambridge Analytica, donc c'était 87 millions de profils qui ont été aspirés par une boîte tierce qui avait créé une application. Dans ces 87 millions de profils, il y a essentiellement des Américains, mais il y a 2,7 millions d'Européens. Dans ces 2,7 millions d'Européens, il y a à peu près 211 000 Français qui sont concernés. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller sur votre profil Facebook et vous pouvez voir si vos données ont été aspirées. Il y a une petite adresse à mettre. Je pense qu'on pourrait éventuellement la redonner. Voilà, pour dire exactement si vous êtes concerné ou pas. L'Allemagne est également concernée avec un peu plus de 300 000 personnes qui ont été touchées et l'Angleterre avec 1 million de personnes. Donc ça déborde très largement simplement les États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir quand même que Mark Zuckerberg, il y a encore quelques mois, on a peut-être un peu oublié, mais son nom circulait pour prendre la présidence des États-Unis. Tout à fait. Donc certains me disent, il se fait quand même là un super média training pour un jour se présenter à la présidence des États-Unis, parce qu'il va être confronté à ce type de questions. Mais est-ce qu'il n'a pas perdu un peu aussi en crédibilité avec toutes ces dernières mésaventures ? La question, là, les réponses que lui ont fournies les avocats, c'est de dire, première étape, je m'excuse. Deuxième étape, on a déjà pris des mesures pour justement que de tels incidents ne se reproduisent pas. Troisième chose, je ne suis pas nécessairement contre des nouvelles lois ou la régulation, mais c'est à vous de les déterminer et nous, on verra si on peut l'implémenter ou pas. Donc, il n'a rien promis, si ce n'est ce qu'ils ont déjà commencé à déployer. En face, on ne leur a pas dit on va vous mettre une nouvelle loi ou de nouvelles obligations. Lui a simplement dit moi, je suis ouvert, parlons-en. Donc, on sort de 9 heures d'audition sans que rien de concret ne sorte au niveau législatif, au niveau américain. Donc on verra s'il y a une étape supplémentaire. Mais pour moi, Facebook aujourd'hui a gagné cette première partie. Pourtant, alors on peut voir, il y a évidemment tous les instituts de sondage qui se sont précipités pour poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que, suite à toutes ces mésaventures, vous seriez prêt à quitter Facebook ? Et alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais 25% des Français penseraient à quitter le réseau social. Ouais. Donc Facebook, créé par Mark Zuckerberg. Alors même si on sait que c'est énorme et que 25% des Français ne quitteront pas Facebook, malgré tout, c'est un signal. Ouais, il y a plein de gens qui se rendent compte quand même de. Oui, ça peut être éveiller les gens. Et encore que dans ce même sondage, on apprend, je ne sais plus par quel pourcentage, que finalement, il n'y a pas tout le monde. Peu de gens ont compris finalement les tenants aboutissants de cette affaire Cambridge Analytica, parce que c'est compliqué au final. Et puis j'ai l'impression que la plupart des gens s'en foutent aussi, non ? Il y a peut-être de ça. Ouais, non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que. Alors nous, c'est un sujet qui nous intéresse parce que forcément Facebook c'est énorme, etc. Mais finalement, l'utilisateur de Facebook au quotidien, j'ai pas l'impression qu'il ait changé quoi que ce soit. Mais ça peut être justement quand même éveiller les gens à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur les plateformes qu'ils utilisent au quotidien, que effectivement leurs données sont monétisées. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, envisager de quitter Facebook, moi je veux bien, mais c'est vrai que, souvent on dit too big to fail, mais c'est vrai que Facebook c'est quand même quelque chose. C'est pas que Facebook d'ailleurs. On en parlait. Il y a WhatsApp, il y a Instagram, c'est devenu une galaxie. Il y a Messenger qui est aujourd'hui le moyen de communication numéro 1 de plein de gens en France. Donc quitter Facebook, c'est aussi quitter en un sens beaucoup d'interactions avec ses amis et des amis qu'on a retrouvés la plupart du temps grâce à Facebook. Parce que, aussi. Voilà, c'est ça aussi. Aussi. Effectivement, c'est compliqué on va dire quand on est sur le réseau où tous nos amis sont aussi. Donc quitter Facebook, c'est quand même un petit peu, pas un suicide social, mais c'est quand même une décision qui aujourd'hui est hyper grave. Enfin grave au sens c'est pas facile. Ceux qui possèdent un Nokia 3310 disent finalement. Je crois qu'on peut aller sur Facebook et le Nokia 3310. Avec le Nokia.
Ouais, je me demande s'il n'y a même pas une petite application Facebook sur l'ère Emmanuel, Yann. qu'est-ce que... Alors, un moment, Mark Zuckerberg balance que aujourd'hui, Facebook est gratuit et le restera, mais on pourrait imaginer, alors il n'a pas dit comme ça, mais il a laissé sous-entendre que la porte n'était pas fermée à une version payante. On peut y croire à ça ou pas ? C'est un peu un serpent de mer. Hein. On l'entend depuis un certain temps qu'il y a eu des velléités effectivement de Facebook de faire une. Et Facebook a toujours démenti. Ils ont toujours démenti. Non, ils ont toujours démenti. Ils ont toujours démenti qu'ils passeraient en payant. Ce qu'ils n'ont jamais démenti, c'est qu'il pouvait y avoir une version gratuite financée par la pub et une autre payante sans publicité. Parce que moi, je me souviens, ils sont restés beaucoup plus ambigus. Facebook restera toujours gratuit. C'était d'ailleurs quand on arrivait sur la Home, c'est toujours le cas. Voilà, c'est ça. Donc, mais on peut avoir une version de base gratuite et une version sans publicité payante. Une version premium. Une forme de version premium. Et ça, peut-être que c'est quelque chose auquel ils réfléchissent, notamment pour pas dépendre que de la publicité. Parce qu'à un moment donné, quand même, quand ils auront qui va s'abonner à Facebook ? On sait que c'est compliqué. Quand on a goûté un service gratuit qui existe depuis maintenant 2004, qui serait prêt à payer, même ne serait-ce que quelques dollars par mois, pour avoir Facebook ? Moi, je pense savoir à peu près qui serait... Si on le transforme en réseau social, mais aussi en réseau de professionnels pour trouver un emploi, savoir qui vous regarde, faire payer par exemple des cabinets de recrutement comme le fait LinkedIn, puisque c'est une des volontés de Facebook quand même, de venir marcher. LinkedIn a pris énormément d'avance, non ? Ils ont pris de l'avance, mais la base installée des 2 milliards, elle est plutôt chez Facebook. Même si c'est du grand public, c'est pas du professionnel. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir transformer une partie de leur modèle en modèle payant pour soit des gens qui veulent recruter, soit des places de marché. La place de marché de Facebook aujourd'hui. Mais ça ne serait pas pour le grand public alors à ce moment-là, ça serait vraiment pour des cibles particulières, pour recruter. Oui, on peut aussi imaginer. Il y a une version payante grand public de LinkedIn aujourd'hui. Hein. Si tu, par exemple, si tu veux voir qui a visionné ton profil, qui tu peux intéresser, tu payes pour ça. Donc on peut aussi imaginer ça. Et il ne faut pas oublier aussi que Facebook se lance de plus en plus dans la vidéo et le contenu, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'ils mettent en avant. Peut-être que demain, Facebook pourrait imaginer, à l'image d'un YouTube Red, se lancer dans le contenu payant avec ses propres... je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Facebook Watch, qui n'est pas dispo en France d'ailleurs. Mais voilà, ça peut être aussi par le contenu qui peuvent éventuellement faire payer des gens pour avoir davantage chaud, etc. Même si c'est 1% des 2 milliards d'utilisateurs qui payent, oui. Puis c'est aussi une manière. Ça va être beaucoup d'argent. Proposer une version payante, ce serait aussi pour eux une manière, d'une certaine façon, de se dédouaner. C'est-à-dire, voilà, on vous explique, quand vous êtes sur la version gratuite, vos données sont transmises à des publicitaires, vous pouvez payer. Pour ne plus être traqué, voilà, on va faire notre possible pour conserver votre privacy. Et dans ces cas-là, effectivement, ce serait une belle porte de sortie aussi, dans un sens. C'est-à-dire que oui, vous voulez, voilà, on est obligé de faire de l'argent sur vos données parce que c'est gratuit. Mais si vous payez, voilà, au moins on le propose. Mais effectivement, je suis pas sûr que ça aurait un succès fou. Si c'était juste le Facebook qu'on connaît actuellement en version payante, mais en revanche ça leur permettrait d'avoir un moyen de se dédouaner, quoi. Ouais, on verra bien. Et puis après, la question qu'on peut se poser, ça coûte combien un profil Facebook, tiens, aujourd'hui ? Le profil d'Emmanuel Paquette ou d'Éric Le Bourlou C'est-à-dire qu'on a le prix. Ça coûte combien ? C'est dans les rapports annuels de Facebook. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'un utilisateur. J'ai pas regardé le rapport annuel avant de venir, mais on regarde les utilisateurs actifs chaque mois et il y a le prix que génère chaque profil de. Donc, on sait en moyenne combien rapporte, mais c'est quelques dollars. Hein. C'est pas quelques dollars par mois et par individu. Mais c'est déjà pas mal. Et c'est un peu moins en Asie. Et c'est là où ils gagnent le plus, c'est en Europe. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette... on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais ce qu'il fallait retenir de ces auditions de Mark Zuckerberg devant les sénateurs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Éric Le Bourlou et à Emmanuel Paquette de la rédaction de l'Express, avec une nouvelle version que tu nous présentais il y a quelques temps de cela. Smartphone First. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les papiers, on va dire premium, qui sont sur le print sont en exclusivité sur le mobile. Sur le mobile et sur tablette. Ou sur tablette, effectivement. Et une partie d'entre eux sont repris après dans le news qui sort toujours le mercredi. Voilà, donc au lieu d'investir dans Facebook si un jour c'est payant, investissez dans l'Express. En plus, ils font partie de la même famille que nous, donc voyez, vous nous aidez en plus, ça c'est cool. Merci Emmanuel et merci Eric. Vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle dans un instant. Où va Huawei ? C'est la question qu'on va se poser. Le géant chinois qui est en passe de grignoter Samsung et pourquoi pas Apple. On en parle avec le directeur marketing de Huawei France dans un instant. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.